Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre webinaire qui va parler aujourd'hui pendant 2 heures environ de la pintade avec comme principe le thème principal qui est les atouts de la petite volaille qui a tout pour dynamiser votre rayon boucherie au niveau de la GMS et que ce soit au rayon libre-service ou au rayon à la coupe. Alors aujourd'hui, pour accompagner cette démarche, nous avons un plateau qui est très bien rempli, avec des gens de grande qualité. Alors, pour rendre hommage aux dames, je vais commencer par, à ma droite, Laurence Plumet, donc, qui est nutritionniste et qui va nous parler de l'intérêt au niveau nutritionnel de la pintade. On a aussi Marion Béchu, qui est à distance, qui n'est pas sur le plateau, mais que l'on va pouvoir voir également, qui est catégorie manager chez LDC et qui va nous parler de la partie mise en marché, mise en rayon de la pintade et de l'intérêt qui est là. Nous avons également donc un certain nombre de personnes masculines autour de la table avec donc Éric Birlouez qui est sociologue de l'alimentation et qui va nous faire un état des lieux de l'évolution des attitudes de consommation des consommateurs depuis avant la partie Covid, et puis qu'est-ce qui se passe depuis la Covid, avec comme il va nous parler de toutes les attentes, les évolutions, etc. On a également donc un éleveur, Jean-Yves Lenoir, qui est à ma droite, et qui, lui, va vous parler de la passion qu'il a pour la pintade et l'élevage de la pintade. Et enfin, totalement à ma droite, on a Michael Kervella, qui, lui, va nous faire un topo ou une présentation sur la partie donc, de la pintade à la coupe dans le rayon boucherie de la GMS. Donc, pour commencer sans plus attendre, donc un petit état sur le marché, sur la pintade, son histoire et qu'est-ce que représente le CIP. Le CIP, donc, c'est un comité interprofessionnel de la pintade, comme les lettres le disent, qui a été créé en 1997. Donc, vous voyez, ça fait un certain temps, ça va faire 25 ans bientôt, 35 ans, pardon, je dis des bêtises. 1997, il y a une erreur de date, mais c'est pas grave. C'est 1977, je crois, ou 1987. On a un problème de date, mais c'est pas grave. Membre de l'interprofession volaille depuis de l'envol, depuis la création de l'envol. Donc c'est un comité interprofessionnel qui a comme mission, qui réunit les éleveurs, les abattoirs, les accouveurs, les sélectionneurs, les fabricants d'aliments, et également la distribution alimentaire avec la grande surface alimentaire et les intermédiaires du commerce. Et qui a comme objectif et comme mission principale de dynamiser la filière avec la mise en avant des produits, mais également de veiller à ce que la qualité de la patate dans le temps ne se dégrade pas. Donc développer le bon goût, ça peut être un petit peu le leitmotiv du CIP, avec, vous avez le nombre des entreprises que ça représente, environ 1000 entreprises, avec des couvoirs, des élevages et un certain nombre, et une trentaine d'abattoirs. Alors ensuite, en termes de, si on regarde un petit peu l'histoire de la pintade, c'est un animal qui a une grande histoire, qui vient donc d'Afrique, d'Égypte notamment. Et je vous conseille, si vous voulez tout savoir sur la pintade, son histoire, comment elle est arrivée en France, pourquoi elle s'appelle la poule du pharaon, etc., vous allez sur notre site internet lapintade.eu et vous aurez une belle histoire à raconter la pintade avec en plus des rappels à la mythologie grecque. Donc, il y a des choses extrêmement intéressantes pour ceux qui sont férus d'histoire. Donc, c'est un animal qui est rustique, a une croissance lente. C'est une petite filière de passionnés. Donc, c'est vrai qu'on est un petit groupe dans la filière, mais on est tous passionnés. Et les gens qui travaillent dans la pintade la défendent, la mettent en avant et ont envie de la faire découvrir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors, en termes de production et de consommation, en 2019, on a mis en place 32 millions de pintades produites par la filière française, 26 millions qui ont été mises en France. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une partie significative qui est exportée. On verra tout à l'heure que c'est environ 19% de la production qui est exportée. Particularité, pour notre bonheur et l'année passée pour un peu notre malheur, la moitié est vendue en restauration. Et donc, la filière pintade a beaucoup souffert l'année passée, puisque vous voyez, 48% est en restauration, en consommation à domicile et 52% en restauration hors domicile.
avec comme consommation à domicile. Donc en 2019, on avait un tiers des achats des foyers français qui se faisaient hors GMS. Vous avez la répartition en fonction de la typologie. En 2020, on a subi avec la partie Covid une baisse de la consommation également à domicile sur les périodes de janvier à juin, à juillet. Par contre, on a eu un redémarrage de la consommation sur juillet avec une croissance de 21% sur juillet, donc au moment du déconfinement, avec un retour de la consommation et également avec des mises en avant via la promotion. En termes de principaux, les principales fournisseurs de pintade à l'international, la France exporte, premier producteur mondial, exporte de la pintade dans un certain nombre de pays. 19% est envoyé sur la zone hors Europe et 74% des exportations se fait en Europe avec principalement Allemagne, Belgique et Royaume-Uni. Donc voilà pour la partie. Et par contre, on exporte bien entendu de la viande de pintade, mais pas que. On exporte également des reproducteurs puisque nous sommes le pays où on a la sélection des reproducteurs et on exporte des reproducteurs dans les pays qui produisent également des pintades. Ensuite, on exporte également des œufs et des pintados au niveau de l'Europe. Alors, autrement, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de production? Donc, la France représente 85% de la production européenne de pintade, avec deux autres pays qui sont producteurs de pintade, historiquement l'Italie et la Pologne. Alors, on peut faire une petite histoire sur l'Italie. Si on remonte il y a 25 ou 30 ans, l'Italie était un gros producteur de pintade et elle était quasiment au même niveau que la France. Et depuis 25 ans, la production en Italie n'a pas arrêté de baisser. Alors, on peut s'attribuer les lauriers au niveau du travail de l'interprofession, puisque unis, on a réussi à, on va dire, freiner la baisse de la consommation de pintade et également à développer l'exportation. Et donc la France est de loin le premier producteur de pintade au monde, on peut le dire. Et 2/3 des élevages européens sont localisés en France, environ un petit millier, on va dire, sur 1500. La pintade également, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une pintade qui inspire, c'est un produit qui inspire la conscience des consommateurs et des restaurateurs. Et c'est vrai que quand on discute avec des consommateurs, ils nous disent tous ah, j'adore la pintade. Les journalistes disent ah, j'adore la pintade. Et la seule chose qu'ils ont comme problème, ils disent mais je ne sais pas où la trouver. Donc l'objectif maintenant, une fois qu'on a des gens qui adorent la pintade, il faut qu'à un moment donné, ils la trouvent dans tous les circuits de commercialisation, y compris bien entendu en GMS. Et c'est un petit peu l'objectif de notre communication aujourd'hui. Alors, aussi, en termes de confiance, si on parle en termes de confiance sur la volaille, on dit 78% des consommateurs de pintade leur font confiance sur le produit. Les consommateurs estiment que, alors, l'éleveur est dans l'esprit du consommateur le maillon le plus important en termes pour créer la confiance. 70% des consommateurs estiment que l'éleveur est en mesure de garantir la qualité de la pintade, c'est l'éleveur, et c'est pour ça que le discours et l'intervention de Jean-Yves Lenoir tout à l'heure sera extrêmement importante pour montrer l'implication des éleveurs dans la création du produit et la mise en avant de la qualité, enfin la production de la qualité du produit. 79% des restaurateurs, ils font également, dans la même approche, confiance au travail de l'éleveur. Et enfin, si on peut dire, l'origine du produit, 51% des consommateurs se fient à l'origine France pour la choisir, que ce soit IGP, AOP, Label Rouge ou cœur de gamme, comme on l'appelle, et 49% des restaurateurs nous confient spontanément que si le produit n'était pas d'origine française, eh bien, ils auraient du mal, ils ne le mettraient pas tout bêtement à la carte, parce qu'ils veulent mettre en avant des produits français dans le restaurant. La pintade, c'est une tradition également de fête, c'est la fête. La pintade, vous avez un pic de consommation à Noël et également à Pâques. Donc la pintade fait partie de la fête. On a eu une saison festive sur la fin d'année qui s'est globalement assez bien passée, avec des ventes qui ont été au rendez-vous grâce à tout un tas de communications qui ont été faites par les entreprises et également au travers de la communication qu'on a mis au niveau du CIP. Donc pour mettre en avant cette petite volaille qui va bien sur des tables qui étaient avec un nombre de personnes qui était globalement un peu plus faible que d'habitude. Mais la pintade est un produit qui, au niveau festif,
en fait, ne déçoit jamais. Donc 67% la privilégie dans les restaurants traditionnels, 57% la consomme au restaurant et en repas festif, et enfin, il y en a qui associent la dégustation de la pintade à un repas plaisir. Donc la pintade à la carte, c'est une préparation traditionnelle, et on dit que 75% des chefs choisissent la pintade entière, donc en fait, ils font un produit simple, et beaucoup de restaurateurs la préparent simplement au four, rôti, pour en faire ressortir les qualités gustatives initiales. Alors maintenant qu'on a fini cette première partie, je vais passer donc, on a vu que suite à la crise du Covid, il y a un certain nombre d'habitudes alimentaires qui ont évolué, il y a des attentes sociétales qui ont évolué, il y a plein de choses qui arrivent. La question que je vais poser à Eric, c'est est-ce que la Covid a changé les habitudes ou est-ce que la Covid a exacerbé les attentes sociétales ou du consommateur qui étaient déjà sous-jacentes, et qu'on avait du mal à percevoir ou que vous, en tant que spécialiste, vous perceviez déjà, et maintenant elles sont arrivées au grand public. Je vous passe la parole et je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup Jean-Louis. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Donc ce que je vous propose en 15 minutes, et ça explique pourquoi je passerai assez vite sur certaines diapositives, c'est d'avoir un regard donc sociologique sur les Français face à leur assiette avant la pandémie, juste avant la pandémie Covid-19, et depuis, qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, vous le savez bien, la pandémie et tout ce qui a été mis en œuvre, les mesures qui ont été mises en œuvre pour essayer de l'enrayer, c'est-à-dire confinement, télétravail, couvre-feu, etc., ça a eu des impacts forts sur l'alimentation. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir qu'il y avait déjà, avant la pandémie, en œuvre un certain nombre de mutations. Et là, premier exemple que je vais prendre, parce qu'il est important, ce sont des changements que l'on pouvait déjà observer avant la pandémie, des changements au niveau des représentations mentales, c'est-à-dire de la manière dont nous percevons l'alimentation, l'évolution de notre manière de voir un aliment de qualité, une bonne alimentation. Il y a une question qui est présentée là sur l'écran, une question ouverte. Si je vous dis aliment de qualité, à quoi pensez-vous? Alors, on a une évolution vraiment assez rapide des perceptions, puisque en 2000, le mot ou les deux mots qui venaient en premier, c'était bon, c'était goût, c'est-à-dire la dominante plaisir. Un aliment de qualité, c'est d'abord et avant tout un aliment qui est savoureux. En 2015, 15 ans après, on voit que le mot qui est ultra dominant, c'est le mot bio. Et aujourd'hui, alors en 2018, donc avant la pandémie, on a deux mots principaux qui émergent, bio et sans. Sans, ça veut dire sans gluten, sans hormones de croissance chez les animaux, sans pesticides, sans OGM, etc. Les gens auraient pu choisir des produits avec, mais non, pour eux, le produit de qualité, aujourd'hui, c'est le produit sans. Et ça, ce sont des mutations profondes parce qu'elles montrent un basculement du rapport à l'alimentation. Ça ne veut pas dire que le goût n'est plus important, on y reviendra, mais au premier plan, il y a cette dimension santé via l'alimentation qui est très importante. Ce qu'on notait également, c'est l'accélération des attitudes. Et là, on va voir que la pintade a finalement des cartes à jouer tout à fait importantes. Première chose que l'on pouvait noter depuis déjà une vingtaine d'années, c'est que les Français, donc avant la pandémie, se montraient déjà de plus en plus attentifs à leur alimentation. C'est un sujet de société, on en parle de plus en plus. Et puis, je le disais, et la pandémie n'a évidemment fait que renforcer cet aspect-là, des Français de plus en plus convaincus du lien étroit qui existe entre leur manière de manger et la santé. Et la nouveauté, c'était que même les jeunes étaient conscients, ils ne le mettaient pas toujours en pratique, mais étaient conscients que la manière de manger avait quelque chose à voir avec la santé. Ça nous paraît peut-être évident aujourd'hui, mais ça l'était moins il y a 20 ans et encore moins il y a 40 ans. Et puis un autre lien qui était fait également, c'est le lien avec l'environnement et avec le climat. Et notamment là encore chez les jeunes, mais aussi chez les plus diplômés qui sont particulièrement sensibles à cet aspect de l'impact de l'alimentation sur l'environnement et le climat. Sensibilité croissante à la nature, et là, on a commencé à voir que c'était un atout de la pintade, qui est un animal rustique dont la génétique a peu évolué depuis l'animal sauvage, etc. Et puis, il y a un souci, bien sûr, de l'animal, vous savez bien, du bien-être de l'animal. Des Français plus inquiets, plus méfiants, et quand ils sont plus méfiants, ils ont besoin d'avoir confiance. Et on a vu tout à l'heure
ça a été présenté par Jean-Louis, que le score de confiance vis-à-vis de l'empâtade était le plus élevé dans tout le secteur de la volaille. Donc évidemment, c'est un atout pour ce produit. Et puis on voyait également, avant la pandémie, de plus en plus de Français qui disaient, mais qui commençaient à mettre en œuvre, ils ne faisaient pas que le dire, que pour eux, la qualité devenait un critère essentiel. Le prix restait important pour une minorité assez forte quand même de Français, environ 30-35%, mais de plus en plus, la qualité prenait de l'ampleur. Et puis, plus récemment, cette grande évolution qui est le souci de vouloir donner du sens à son alimentation, de reprendre le contrôle sur son alimentation, et puis de rechercher également, j'y reviendrai, de la distinction via un style d'alimentation plus personnel. Et donc, en termes d'attente, on avait des attentes qui se multipliaient, mais il ne faut pas oublier ce que je fais apparaître là sur l'écran, que les attentes historiques, celles qui apparaissent après la guerre, sont toujours présentes. Sécurité sanitaire, saveur, praticité, prix, et ces attentes, elles n'avaient pas disparu avant la pandémie, et la pandémie n'a fait que renforcer les besoins de sécurité sanitaire, les besoins de saveur. C'est le réconfort, le plaisir alimentaire, la praticité. Nos rythmes de vie n'ont pas évolué. Évidemment, depuis la pandémie, malgré tout, le prix reste important pour une partie, et peut-être croissante d'ailleurs, des Français. Et puis toutes ces autres attentes, j'ai évoqué la santé, également le besoin de savoir, on appelle la transparence, la naturalité, le respect de l'environnement, le local, la proximité humaine, le bien-être animal, le caractère équitable des produits. Tout ça, ce sont des choses, donc des attentes qui sont nombreuses aujourd'hui, mais qui n'ont pas supplanté les attentes traditionnelles. Et ces attentes traditionnelles, historiques, il faut y être très attentif. Sécurité sanitaire des aliments, plaisir. On a parlé tout à l'heure que la pintade était un produit qui était d'abord apprécié pour son goût, pour sa saveur, avant de l'être, parce que c'est important sur la santé. Cette valeur santé est en hausse. Le prix que j'ai évoqué, premier critère d'achat pour de nombreux Français, mais la qualité ne cessait de gagner du terrain. Et puis la praticité, la facilité d'emploi, de cuisine, etc. À la fois immédiateté, simplicité et rapidité, ça, ce sont des choses qui se sont développées. Alors là, je vais passer rapidement pour en venir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces attentes historiques n'ont pas disparu, des attentes plus récentes se sont développées avec la pandémie, elles ont été même boostées par la pandémie, et ces attentes, c'est quoi? Eh bien, c'est plus profondément le besoin d'être rassuré, de se reconnecter à son alimentation, de la reprendre en main, l'émergence d'une éthique alimentaire, et puis aussi, c'est important en sociologie, le besoin par l'alimentation d'exprimer son identité. Vous voyez, vous pouvez préparer une délicieuse pintade à la crème pour vos amis, et puis vous risquez d'avoir ce type de réaction. Ok, mais moi, je suis sans gluten, no milk, vegan, etc. Mais dans un certain nombre de cas, pas tous les cas, la pintade, ça colle quand même avec ces nouveaux styles d'alimentation. Un petit mot pour terminer, donc évolution de l'éthique alimentaire, ce que j'appelle l'éthique alimentaire, c'est le fait que de plus en plus de Français mettent de la valeur, des valeurs dans leur alimentation, pas seulement la valeur de plaisir, mais des valeurs de santé, des valeurs d'environnement, des valeurs d'éthique, d'équité, etc. Donc, je ne vais pas développer cet aspect-là, mais je rappelle juste les mots-clés, une éthique de la nature, une éthique du corps, de la santé, c'est le corps, c'est aussi la forme, le bien-être, la minceur, etc. L'éthique de la nature, on en a parlé, on a vu que la pintade était plutôt bien positionnée, le respect de l'animal, la solidarité, la responsabilité, la lutte contre le gaspillage, le caractère équitable des produits, et puis, je l'ai évoqué, la transparence, je préfère dire la sincérité, mais ce n'est pas le sujet. Alors, je vais passer sur cet aspect-là. Sur l'animal, puisque là, on parle d'un produit animal, on le sait bien, la viande est un produit qui, comme d'autres produits d'ailleurs, est en déclin depuis un certain nombre de temps. Mais le déclin de la viande, il ne date pas d'hier. Il a commencé il y a déjà 40 ans, dès 1980, avec le déclin, non pas de la viande de volaille, mais le déclin de la viande rouge. La volaille s'est plutôt bien comportée, elle a continué à augmenter alors que d'autres types de viande diminuaient. Alors, il y a tout un tas de raisons du déclin de la viande que je n'ai pas le temps de développer. On a parfois des choses un peu contre-intuitives quand on parle de consommation de viande.
a spontanément cette idée que ceux qui diminuent leur consommation de viande, ce sont avant tout les jeunes, du fait de leur sensibilité au bien-être animal, de leur sensibilité à l'environnement, au climat, etc. Mais quand on regarde la consommation des produits carnés, c'est une étude de Credop qui va apparaître là sur votre écran, vous verrez qu'en fait, les plus gros consommateurs de produits carnés, en tout cas en 2016, c'était les jeunes de 18-24 ans qui mangent des burgers, des sandwichs au poulet, des pizzas avec de la charcuterie, etc. Et puis enfin, si la viande décline, je crois que c'est très important de noter qu'il n'y a pas du tout en France de basculement massif vers le végétarisme. Une enquête très très récente qui a été publiée en mai dernier, donc le mois dernier, réalisée à la fin de l'année 2020, montre qu'en France, la proportion de végétariens et végétaliens et véganes, donc de gens qui déclarent ne pas manger de viande du tout, ne représente aujourd'hui que 2,2% de la population. Autrement dit, 98% des Français veulent continuer à manger de la viande, ils y sont culturellement attachés, mais ils ont des exigences nouvelles, ils veulent une viande favorable, on l'a vu, à la santé, à l'environnement, au climat, au bien-être animal, etc., etc. Et c'est ça le mouvement qui est tout à fait important. Et le bien-être animal, pour terminer, ça c'est intéressant de le noter également, c'est que dans les enquêtes qui sont réalisées sur ce sujet, la représentation des Français, c'est de dire le bien-être animal, c'est d'abord et avant tout des animaux élevés en plein air. C'est la manière dont nos concitoyens se représentent. Ce qui est bien pour l'animal, c'est le plein air, qui est donc une attente très très forte quand on parle de volaille, quand on parle d'élevage. Et enfin, dernière diapositive, j'avais essayé. Alors, on a beaucoup parlé au début du premier confinement du monde d'après, mais c'était souvent le monde d'après moi en réalité. Et donc, voilà, je termine là-dessus en synthétisant un certain nombre d'études. Je voulais montrer que, en fait, il y avait un éclatement des attitudes vis-à-vis de l'alimentation de plus en plus fort. On a une fraction de la population, grosso modo 25, on pourrait dire aujourd'hui peut-être 30% de personnes qui sont vraiment engagées ou qui sont en train de s'engager vers une alimentation plus durable. Alors, il y a ceux qui sont engagés de plus ou moins longue date, qui mangent bio, qui mangent local depuis des années, et puis des gens en mouvement, et la pandémie a renforcé leur envie d'aller vers une alimentation qu'ils considèrent comme plus vertueuse pour la santé, pour le climat, pour l'animal, etc. Une fraction pas négligeable du tout des Français, grosso modo un tiers, de gens qui, pour tout un tas de raisons, sont peu investis, peu impliqués personnellement dans l'alimentation. Ce n'est pas pour eux une priorité, pas plus que ça. Ils peuvent aimer manger, ils peuvent être gourmets, mais par rapport aux questions d'alimentation plus durable, ils ne se sentent pas aujourd'hui, en tout cas, spécialement concernés sur ces questions de durabilité. Donc, je parle plutôt de conservatisme alimentaire. Mais encore une fois, ils sont sensibles à la convivialité, au plaisir alimentaire, comme beaucoup de Français. Et puis le dernier, ce qui est à droite, la dernière colonne, elle se divise en fait en deux sous-groupes. Il y a les personnes qui sont sensibilisées, qui aimeraient bien manger davantage bio, manger davantage local, mais qui sont contraints financièrement et pour eux, évidemment, cette partie de la population peut être aujourd'hui plus importante en raison des impacts économiques et sociaux de la pandémie, et puis ceux qui sont, ils existent en France, malheureusement, en insécurité alimentaire, pour qui, là, effectivement, c'est clair, le critère, c'est le prix du produit. Donc ça, c'était pour montrer la diversité. On ne peut évidemment pas parler du consommateur, du mangeur français, mais il faut vraiment prendre en compte cet éclatement des profils vis-à-vis de l'alimentation et vis-à-vis de cette vision d'une alimentation plus responsable, plus durable ou plus citoyenne. Merci Eric pour cette présentation. Donc, vous avez vu comment la pintade peut s'inscrire dans les attentes du consommateur. Par contre, je voulais faire amende honorable, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Vous pouvez à chaque instant poser vos questions sur le chat. Il est prévu qu'on y réponde au fil de l'eau, hein, c'est-à-dire qu'à la fin de chacune des présentations, mais Eric, vous me pardonnerez, vos questions seront agglomérées avec celles qui seront posées à Laurence, puisque j'ai pas rempli ma mission à 100%, mais c'est comme ça. Donc, je m'en excuse auprès des intervenants et puis également des auditeurs, des gens qui nous regardent. Posez vos questions, on y répondra avec beaucoup de plaisir et j'espère que ça vous, ça fera avancer notre débat.
Et donc maintenant, je vais me tourner vers Laurence. Laurence, vous êtes médecin nutritionniste. Vous travaillez sur la nutrition au niveau des hôpitaux, et vous avez mis en place un certain nombre d'approches, et on vous a demandé de nous présenter quels sont les intérêts nutritionnels de la pintade, comment ce bon produit peut s'intégrer dans une approche de la nutrition de l'être humain au niveau de notre alimentation. Je vous passe la parole et je vous remercie. Merci Jean-Louis, merci à tous. Alors, il est très important de se pencher sur les qualités nutritionnelles de la pintade, qui sont absolument réelles. Et je dois dire que ce qui est passionnant dans l'étude nutritionnelle d'un produit, c'est qu'il y a toujours une logique. Et si la pintade a autant de qualités nutritionnelles, ça s'explique finalement par son mode de vie, en partie, et entre autres par le fait que c'est un animal qui, à la différence du poulet, alors marche bien sûr, mais vole et se perche. Donc c'est une volaille finalement assez sportive, on pourrait dire. Et ceci se retrouve dans sa composition nutritionnelle parce que finalement elle est assez musclée, sa chair est donc riche en protéines puisque les protéines sont les composants majoritaires du muscle, que pour qu'un muscle fonctionne, il faut qu'il ait beaucoup de vitamines du groupe B, ce qu'on va retrouver dans la chair de la pintade. Quand un muscle travaille, il a besoin de beaucoup d'oxygène pour être efficace. Donc, nous allons retrouver une quantité d'oxygène importante dans la chair de pintade et ceci va se traduire par une richesse en fer puisque les molécules d'oxygène, l'hémoglobine en l'occurrence, véhiculent le fer. Et puis, comme tout animal sportif, il y a peu de gras. Voilà. Donc, cela signifie qu'en termes de calories, de facto, la chair de la pintade est peu calorique, ce qui est très intéressant à l'heure actuelle. Je rappelle qu'à l'occasion de ces confinements qui se sont succédés, les gens ont pris du poids. En moyenne, un minimum de 4 kilos. Donc, le réveil va être un peu douloureux à la rentrée, entre autres. Et donc, il est évident que les gens vont de nouveau faire attention à ce qu'ils mangent et en l'occurrence, vont plutôt se focaliser sur des aliments peu gras. C'est tout à fait le cas de la pintade, avec uniquement 120 calories pour 100 grammes, ce qui n'est pas grand-chose. Et si on considère une portion de 150 grammes, ça fait un petit 200 calories. Bon, voilà, ça fait partie des sources de protéines les moins caloriques. Ensuite, juste ce qu'il faut de gras, 2 à 3 grammes pour 100 grammes. Pour vous donner un ordre de comparaison, une viande grasse est considérée comme grasse quand elle contient plus de 10% de matière grasse. Ça peut même monter jusqu'à 20%. Donc, quand on est à 2 ou 3, on est vraiment très maigre. Voilà. Il y a dans cette petite quantité de graisse très peu de saturés, surtout des oméga 9. Je rappelle d'ailleurs que les oméga 9 sont des bonnes graisses, elles qu'on trouve d'ailleurs dans l'huile d'olive, et donc elles se retrouvent dans la chair de pintade. Alors évidemment, il y a des morceaux de pintade qui sont un petit peu plus gras que d'autres. La cuisse, c'est bien connu, la cuisse est un peu plus grassouillette. Le filet est un petit peu plus maigre, ça se ressent aussi dans la bouche. Ensuite, beaucoup de protéines. Bon, 20-25 grammes, c'est vraiment beaucoup. On atteint là des niveaux de protéines importants puisque dans une portion de 150 grammes, ça veut dire qu'on est pratiquement à 40 grammes de protéines. Il faut savoir quand même que le besoin quotidien en protéines, il est de 60 à 80 grammes. Ça veut dire que la moitié des besoins en protéines d'une journée peuvent être apportés par une belle portion de pintade. Très intéressant aussi, car je rappelle que les aliments riches en protéines nous apportent des protéines qui sont la nourriture de nos muscles. Donc, les gens ont perdu, ils ont pris du gras, ils ont perdu du muscle. Donc, il faut les nourrir maintenant, ces muscles. Hein. Donc, vive les aliments riches en protéines. Donc, ceci sera très utile non seulement aux enfants, mais aux adolescents en pleine croissance, sera très intéressant pour les sportifs qui recherchent les aliments riches en protéines, très intéressant pour les adultes en règle générale, mais également très intéressant pour les sujets âgés qui ne consomment pas assez de protéines. Donc, vous voyez que sous un faible volume, on a vraiment un concentré de protéines et ça, c'est hyper important. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la viande de pintade est riche en fer, étant donné qu'elle est musclée. Donc, il y a 2 à 3 mg de fer pour 100 grammes, c'est très important. On en a besoin, nous les femmes, de 16 mg par jour, vous les hommes de 9 mg par jour. Donc, vous voyez qu'une portion de pintade, on arrive à 5 mg de fer, c'est vraiment un apport très intéressant. C'est du fer de très bonne qualité, qui fait partie des fers les mieux absorbés, et donc ça sera très utile aux femmes. Je rappelle que pratiquement une femme sur 2 est en manque de fer. Et le problème que nous rencontrons, nous, praticiens, quand nous sommes confrontés à des femmes qui sont un peu palichonnes, qui tombent souvent malades et qui sont très fatiguées,
quand on leur conseille de manger de la viande rouge, elles vous disent, non, moi je suis désolée, la viande rouge, j'en ai pas envie et j'aime pas ça. Quand on leur conseille de manger du foie, non, le foie, j'aime pas ça. Quand on leur conseille de manger du boudin noir, non, c'est grave, j'aime pas ça. Donc finalement, voilà, il reste la pintade, il y a également les moules, je le signale au passage, mais la pintade peut quand même se placer dans le quotidien des femmes quand même plus fréquemment que les moules. Alors il y a aussi du zinc, des vitamines, le zinc très intéressant, très impliqué dans la défense immunitaire. Une part de pintade, c'est quand même un quart du besoin quotidien en zinc. Les vitamines du groupe B, je le disais, il y en a beaucoup dans la pintade parce qu'elle est riche en muscles. B5, B6, B12, ça va de 25 à 40% du besoin quotidien dans une part de pintade. C'est quand même extraordinaire, cette densité nutritionnelle fantastique qu'elle a, et également de la vitamine B3, puisqu'une part de pintade, c'est 100% du besoin quotidien. Donc c'est assez rare de trouver un tel concentré de qualité nutritionnelle dans une seule portion. Donc je le rappelle, c'est vraiment un aliment très intéressant. Alors au quotidien et selon les catégories de population, que peut-on voir? Intéressons-nous à l'enfant. Dès l'âge de 7 à 8 mois, il peut commencer à manger de la viande, du poisson ou des œufs. On commence par des petites quantités, à savoir une petite cuillère à café de viande mixée. Ça peut être de la viande rouge, mais ça peut être aussi de la viande de pintade. Donc 10 grammes, une cuillère à café d'un filet de pintade mixé, pourquoi pas? Extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, les gens n'y pensent pas assez, ils se focalisent sur la viande rouge et c'est bien dommage. Donc il faudra leur donner un peu plus l'idée de la pintade. Alors ensuite, les quantités de viande vont augmenter au prorata de l'âge. Je vous donne un petit moyen mnémotechnique. À 2 ans, 20 grammes de viande par jour. À 3 ans, 30 grammes de viande par jour. À 4 ans, 40 grammes. À 10 ans, 100 grammes. Alors, à 20 ans, ce n'est pas 200 grammes. On s'arrête quand même. 100 grammes pour les femmes, 150 pour les hommes. Voilà. Donc, ça fait, comme je vous le disais tout à l'heure, la portion moyenne de 150 grammes. Alors, chez l'enfant, finalement, la pintade est très intéressante parce que, comme je le disais, elle apporte beaucoup de protéines. Les protéines, c'est vraiment l'ingrédient nutritionnel nécessaire à la croissance. Mais également du fer, du zinc, donc pour l'immunité de l'enfant, c'est important. Les vitamines du groupe B également, très utiles. Chez la femme, je le disais tout à l'heure, les femmes manquent de fer. Donc, allons-y sur la pintade pour les femmes. Ça sera très utile et très gourmand pour elles. D'autant plus que les femmes se montrent relativement éloignées de la viande rouge et qu'elles sont plutôt attirées par les viandes blanches. Et donc, beaucoup de femmes mangent du poulet. Et je trouve que, franchement, la pintade pourrait être une alternative au poulet, très intéressante pour elles, ce d'autant qu'à la différence du poulet, la pintade contient plus de fer. Donc, finalement, ça lui conviendrait encore mieux. Donc, chez la femme adulte, chez la femme enceinte, dont les besoins en fer sont augmentés, chez la femme allaitante, dont les besoins en fer sont également augmentés, et chez la femme ménopausée, parce qu'elle a besoin de protéines. Elle prend du gras, elle perd du muscle, donc il faut lui donner pas mal de protéines. Alors, chez le sportif, vous le savez tous, les sportifs de haut niveau, ils aiment se gaver de protéines. La prot, ça fait du muscle. Alors, ils se gavent de whey, qui sont finalement des protéines de lactosérum. Il ferait bien de manger de la pintade, après tout. Beaucoup mangent du filet de poulet, allons-y pour la pintade. Ça leur apportera plus de fer, qui est vraiment la nourriture du muscle aussi. Il a besoin d'être oxygéné, donc les besoins en fer du sportif sont plus élevés. Il a besoin de vitamines du groupe B, c'est parfait. Il y en a beaucoup dans la pintade. Et puis, le sportif, il recherche une alimentation pauvre en gras. Donc, la pintade, comme on dit, elle a tout bon pour le sportif. Il faut qu'il y pense. Et puis, chez le sujet âgé, comme il y a un risque élevé de sarcopénie, la sarcopénie, c'est la diminution de la masse musculaire, et puis également de baisse des défenses immunitaires. C'est comme ça, on n'y peut rien, c'est l'évolution physiologique du corps humain, mais néanmoins, on peut la freiner par une alimentation adaptée. Donc, on va apporter un peu plus de protéines au sujet âgé, également du fer, des vitamines du groupe B, ça tombe bien, il y en a dans la pintade, donc vive la pintade pour le sujet âgé. Alors, dans les régimes, c'est parfait. Là aussi, les gens, il faut vous assurer que les gens vont se précipiter sur une alimentation peu grasse, peu sucrée, contrôlée en calories. Eh bien, la pintade, elle est parfaite pour ça. D'abord, parce que c'est une chair très rassasiante. Et ça, vous savez, l'ennemi du régime, c'est la faim entre les repas. Et très souvent, les gens pensent bien faire en mangeant peu au repas, en se disant « je vais économiser des calories et ainsi je vais maigrir plus vite ». C'est un très mauvais calcul, parce que quand on sort d'un repas en ayant encore un peu faim, je peux vous assurer que l'envie de grignoter arrive 2 ou 3 heures après, et c'est parti pour les grignotages de gras et de sucre. Donc, en fait, il faut des repas qui soient rassasiants, et plutôt que de se rassasier avec des féculents, eh bien, on va se rassasier avec des aliments riches en protéines.
Et alors, c'est parfait avec la pintade. On l'a vu, elle est rassasiante, elle est riche en protéines, elle est pauvre en calories, elle est pauvre en gras. Elle a donc une excellente densité nutritionnelle, tout ce qu'il faut avec en plus des minéraux et des vitamines. Donc, il faut vraiment la placer en premier dans les conseils que l'on donne, en accompagnement des légumes et d'un petit peu féculents, aussi bien à midi que le soir, dans la variété des aliments riches en protéines. Et puis, il y a également ceux qui ont trop de cholestérol. Ça concerne quand même 20% de la population. Et les conseils que l'on donne à ces patients, c'est de diminuer la consommation de gras, en l'occurrence les graisses saturées, et de privilégier les aliments peu gras, et en privilégiant ceux qui contiennent des oméga 9 et des oméga 3. Là aussi, c'est parfait avec la pintade. Il y a peu de gras, il y a peu de graisses saturées, il n'y a pas de cholestérol du tout dans cette chair. Et puis, les petites quantités de gras qu'il y a dans la patate sont surtout sous forme d'oméga 9. Donc là, vraiment, il ne faut pas se priver de recommander aux gens qui ont trop de cholestérol de manger de la patate. Alors, ça peut être tous les jours s'ils veulent. Ça peut être 2 à 3 fois par semaine. Voilà, c'est vraiment au gré des envies et des goûts de chacun. Alors, si on compare la pintade aux autres viandes, comparons-la par exemple au poulet. C'est vrai qu'en termes de goût, la pintade a indéniablement une personnalité gustative beaucoup plus affirmée que celle du poulet. C'est très intéressant donc dans ce registre. C'est très original. Je dois dire que le poulet, on en mange beaucoup. Vous parliez du déclin de la consommation de viande et c'est un fait que les consommateurs se sont reportés sur le poulet. Donc le poulet, c'est bien, mais à un moment donné, il n'y a pas que le poulet dans la vie. Hein. Il y a aussi la pintade, il faut y penser. Voilà. Elle a, la pintade, une meilleure densité nutritionnelle que le poulet. Elle est plus riche en protéines que le poulet, elle est plus riche en fer que le poulet et elle contient plus de vitamines du groupe B. Donc finalement, elle a vraiment tout pour elle. Bon, alors si on la compare également à la viande rouge, eh bien la chair de la pintade est plus tendre, plus digeste. Elle est moins grasse aussi que la plupart des viandes rouges, tout en ayant finalement les principales qualités de la viande rouge, parce que très souvent on recommande le bœuf, l'agneau pour leur richesse en fer et en vitamines du groupe B et en protéines. Mais là finalement, on a cette richesse avec la viande de pintade, tout en ayant finalement une tendreté dans la viande et une pauvreté en matière grasse que n'ont pas la plupart des viandes rouges. Donc finalement, elle a à la fois les qualités des volailles, elle a également une originalité gustative, tout en ayant les qualités nutritionnelles de la viande rouge, c'est-à-dire beaucoup de protéines et beaucoup de fer. Donc, pour conclure, il n'y a aucune contre-indication à la consommation de pintade. Sa place est tout à fait nécessaire et utile dans l'alimentation de tous, et ça peut même commencer à l'âge de 7 mois. Donc, c'est vous dire que vraiment, l'enfant qui commence à manger de la pintade à l'âge de 7 mois, il va en prendre l'envie, hein, et ce sera par la suite un bon consommateur de pintade. Et puis, il y a le plaisir de la cuisiner, parce que finalement, c'est une viande qui a du goût et qui est très originale. Donc, finalement, nous avons toutes les raisons du monde d'en manger régulièrement et de l'incorporer, de l'intégrer dans nos menus régulièrement, le plus régulièrement possible et pour tous. Voilà tout ce que j'avais envie de dire sur la patate. Eh bien, merci Laurence. C'est un véritable plaidoyer pour ce beau produit. Et sincère. Et oui, et je vois que c'est un plaisir de la manger, mais c'est aussi un plaisir de vous écouter. Parce que une fois qu'on a écouté qu'on peut en manger à partir de 7 mois, et même avant, puisque maman en a mangé aussi, hein, donc on peut en manger toute sa vie globalement. Depuis le commencement jusqu'au moment où on s'en va, mais bon, ça fait partie aussi de la vie. Alors, je me tourne vers la régie pour savoir si nous avons des questions. Nous n'avons pas de questions, donc je vous rappelle encore à nouveau que vous pouvez toujours poser vos questions par le chat et nous y répondrons avec mes invités, nos invités, vos invités, avec toujours autant de plaisir. Et donc maintenant, on va partir en amont de la production de la pintade, puisque pour manger de bons produits, il faut que quelqu'un ou même parfois plusieurs, puisqu'on a beaucoup d'éleveurs, on a vu qu'on avait environ 1 millier d'éleveurs au niveau de la France, il faut qu'on ait un éleveur qui s'occupe, s'approprie, l'encadre, les coucounes, ces petits pintados qui vont arriver un jour et qui arrivent chez un éleveur. Et donc je vais passer la parole maintenant à Jean-Yves Lenoir, qui va nous parler un petit peu de son métier, de comment il est tombé dans la pintade, peut-être pas quand il était petit, mais
mais très tôt, et comment il est devenu éleveur pintade, et il va vous présenter son exploitation, son travail, etc. Jean-Yves, je vous passe la parole. Donc, merci déjà au CIP de donner la parole. Vous savez, les agriculteurs ont vraiment envie, quand je dis agriculteurs au sens large, éleveurs compris, ont vraiment envie de parler de leur métier. On n'a vraiment rien à cacher. Vous allez voir la photo sur l'écran, vous verrez la photo de ma ferme, avec l'habitation juste à côté. Tout le monde peut retrouver les coordonnées sur Google. Vous voyez que tout est vraiment transparent, contrairement à ce qu'une ultra-minorité voudrait faire croire. Donc, vous voyez, donc j'habite et je travaille donc on va dire à quelques kilomètres de Cholet, où pour beaucoup comprendront mieux à une demi-heure du Puy du Fou. Vous voyez, un parc qui a un peu les mêmes valeurs que l'élevage de pintade, voilà, tout confondu. C'est vraiment la tradition modernité. C'est vraiment des éléments qui reviendront au fur et à mesure de mon message. Donc, je me suis installé en 1982, de façon atypique. Disons que mon père avait 65 ans, donc il fallait aller très vite. Vous savez que c'était une époque très difficile. C'était mieux avant, pas d'accord du tout. J'ai fait au cours d'école, après la troisième, mon prof assistait pour passer le bac, et non un BEP. Bon. Pour ceux qui savent pas, le bac s'appelait le bac agricole, c'est un bac des primes. Oui, vraiment, c'était vraiment enthousiasmant pour faire une carrière agricole. Vraiment les bons mots. Et donc, une fois installé en 82, je m'étais installé comme tout le monde, à l'époque d'un groupe dans le Choletais. On s'installait tous en vachetière et tout le monde avait des projets pour augmenter au fur et à mesure. Et 2 ans après, c'était les fameux quotas laitiers qui arrivaient. Et donc, déjà là, on était tout bloqué, on était dans l'incertitude complète. En plus, c'était une petite ferme de 22 hectares. Et donc, c'est là que je me suis reconverti. À l'époque, une petite ferme pouvait être en production dite intensive, ce qui est un gros mot aujourd'hui, donc en Torillon. Et c'est là qu'en 86, il y avait une coopérative locale qui cherchait la production, notamment de canards de chair. Justement, j'avais un de mes frères, par exemple, dans le Choletais, il y en avait, c'est vrai que ça ne s'explique pas, mais ça me plaisait bien. Une production assez longue, contrairement des poulets, j'aime bien ça. Les goûts, les couleurs, on ne peut pas en dire plus. Et les sécheresses aidant, les cultures déjà difficiles à l'époque, c'est en 92 que j'ai reconstruit le deuxième bâtiment canard. Vous voyez, c'est dans le mode de photo sur la gauche, un bâtiment canard. Et après, c'était pas un coup politique près, c'était l'arrivée de la PAC, et donc qui remettait en cause totalement la production de Torillon. Et c'est là que je me suis spécialisé en volaille, un volaille de chair. Donc un bâtiment qui était en dinde très très majoritairement, et un peu en poulet, et 2 autres uniquement canard de chair, c'est d'ailleurs le canard au barbarie. Vous voyez, c'est quand même vraiment deux fleurons de la gastronomie française. Et ce qui plaît bien dans ces productions, c'est quand même des discours qui reviennent aujourd'hui, c'est vraiment la souveraineté alimentaire française. On entend beaucoup parler. Imaginez-vous, il n'y a pas longtemps, juste pour plaisanter quand même, vous avez entendu parler de ce fameux paquebot dans le canal de Suez qui bloquait tous les transits mondiaux. Imaginez-vous si l'alimentation était basée sur ce circuit. Là, vous avez vraiment la chance d'avoir une nourriture de proximité, notamment quand même chez nos Pays de Loire. Et c'est quand même une sécurité pour vous, les acteurs. Et donc, je cultive aussi, la ferme s'agrandit, une cinquantaine d'hectares de culture, de vente. C'est du blé, du maïs et des colzas. Déjà, ça permet d'avoir une certaine durabilité, comme vous voyez. C'est-à-dire que la volaille est nourrie par les céréales et ma volaille produisent du fumier odylysier qui vont réalimenter les cultures. Et en termes d'économie circulaire, on peut bien faire mieux. On fait sur place, on a tout sur place. Pourquoi aller chercher au loin? Et en plus, on évite quand même beaucoup l'achat d'engrais chimiques, dans la fameuse azote qui est beaucoup question en ce moment. Et je voudrais juste dire un point comme sur le colza. C'est quand même une culture qui est vraiment très intéressante. Vous avez entendu parler de la fameuse déforestation de la forêt amazonienne, que c'est la France et les éleveurs français. On ne va pas se dire qu'ils mettent le feu là-bas. Bon, désolé, il faut quand même juste dire que la France importe quand même 30 fois moins que la Chine. Bien sûr qu'on en parle beaucoup moins. Et autre chose, la France a quand même réduit ses importations de soja
de 50% depuis 2003. Quand on produit du colza, les triturateurs vont produire 50% d'huile qui vous sert, donc aussi bien pour l'huile alimentaire pour votre salade, et pour mettre dans votre réservoir, c'est-à-dire c'est la filière diester. Et 50% restants produisent donc, du tourteau qui va remplacer le tour de soja, et il a quand même un deuxième effet super intéressant, c'est qu'en plus c'est quand même une protéine 100% française et donc garantie non OGM. Donc, avant d'aller un peu plus sur mon élevage, on va parler justement de la filière un petit peu française. Donc vous voyez cette répartition de ce grand fromage. Donc c'est quand même, les 2/3 sont quand même produits en, on va dire, standard, je dirais plutôt cœur de gamme. Parce que bon, pour le standard en pâtade n'existe pas tout à fait. On est déjà dans une viande premium. On a beaucoup entendu parler de la montée en gamme. La pâtade n'a pas de discours politique pour déjà produire une viande de qualité. Donc c'est 65%. C'est entre un élevage de 70 jours minimum, 70-77. Donc il y avait un bâtiment comme moi. On en parlera tout à l'heure. Vous avez 29% filière label rouge qui est intégré beaucoup au poulet label rouge. De toute façon, c'est les mêmes élevages qui vont élever les deux espèces en alternance. Mais comme le standard, on a des valeurs très communes. Il faut juste expliquer que la pâtade est difficilement élevable uniquement l'eau sur l'eau de la pâtade. Elle a un microbisme assez particulier et par contre elle est super, je vois comme moi en dinde, personne ne peut l'expliquer, mais elle a un excellent désinfectant, ce qui permet d'avoir des beaux lots de pâtade et derrière des beaux lots de dinde. Classique. Donc vous voyez que la pâtade a vraiment que des qualités. Et vous retrouvez 4% de certifiés. Bon, là, c'est les filières particulières demandées souvent par les distributeurs. Je dirais juste, vous les GMS, attention de ne pas multiplier ces cahiers des charges. Nous, on aime bien quand nos volailles partent, on travaille déjà pas mal, et ce sont des cahiers des charges tellement restrictifs. On aime bien que tout le bâtiment parte une seule fois et non s'y prendre 3 ou 4 fois. Ça évite des mises à jeun. Un peu tous les jours de la semaine, ce qui n'est pas tout à fait un bien-être animal. Puis, la nuit, on aime bien dormir quand même. Donc, attention à la multiplication, on ajoute des charges supplémentaires. Et donc vous avez un petit peu 0,5% de bio et le chapeau qui est vraiment dédié à la volaille festive, donc vous savez, pour Noël. Mais bon, de toute façon, elles ont toutes en commun, de toute façon, c'est toutes les mêmes souches. Il n'y a pas de 50 solutions. C'est sûr, c'est des souches qui ont été sélectionnées, c'est vrai, sélectionnées. Mais en sachant, la sélection travaille beaucoup sur la partie reproduction qui ne concerne pas totalement. On sait pas, c'est bien qu'une mère pâtade, on va dire, est le plus de possible et viable. Et le critère qui est plus souvent pour la partie élevage de notre côté, c'est plus le travail sur l'indice de consommation, c'est-à-dire consommer le moins d'aliments possible par kilo produit, c'est-à-dire finalement c'est éviter le gaspillage alimentaire, tout simplement, on va dire, pour résumer. Et la différence, je dirais, par rapport depuis 11 ans que j'élève de volailles et d'abattage, c'est surtout la croissance jusqu'à 9 semaines est quasiment la même. La patate aime bien prendre son temps. Il faut lui laisser le temps de former son squelette. Et c'est les 15 derniers jours que là, la croissance va être continue, il y a un rythme soutenu, et c'est quand même vraiment intéressant pour la filière. C'est là justement qu'elle va constituer sa chair, donc ce qui intéresse quand même le consommateur. Donc vous avez le détail des différentes espèces. Donc, quand je disais que la patate cœur de gamme, c'est sur 27 jours, vous voyez, la certifiée 82 jours, donc vous voyez, c'est quand même des grandes différences, en sachant que l'alimentation est la même. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, on cultive des céréales, on les retrouve dans l'aliment. La patate fermière, elle, comme le poulet à bec, sont dans des élevages, des bâtiments de 400 mètres carrés maximum. Et elle, donc, 75% de céréales. C'est un cahier des charges, mais qui revient. C'est quasiment la même formulation qu'en classique.
Et donc, elle, c'est un accès de 2 mètres carrés, ce qui fait sa particularité, 2 mètres carrés extérieurs, hors confinement, un peu comme nous les humains. Et après, vous avez la patate bio, qui a un peu plus de surface extérieure, et donc un aliment bio, forcément. Et le chapeau, bon, qui est très, très particulière. On va pas passer trop de temps dessus. Donc, pour revenir à mon élevage, un peu plus spécialement quand même. Donc, non, on va parler déjà du logement. Désolé, on entend les volets logés des hangars. C'est pas un hangar, hein, c'est vraiment un terme vraiment qui est péjoratif, qu'on n'aime pas du tout dans la profession. C'est un poulailler qui est basé vraiment sur le bien-être animal et le sanitaire. Vous voyez à l'extérieur, les surfaces sont bétonnées et bitume, et tout l'ensemble des 4 poulaillers sont reliés par du bitume. Donc tout c'est nickel. Moi j'aime bien aller à mon élevage en chaussons et non avec des bottes. Donc on aime bien la propreté. Et basé sur le bien-être animal, vous voyez la partie rouge là, construite d'ailleurs avec de la brique travaillée sur place. Vous voyez, dans mon secteur, le village s'appelle les poteries. Vous voyez, donc on a tout gardé, jusque dans la construction des bâtiments. Donc c'est là que vous avez un sas, deux zones pour que tout soit bien propre, pour ne pas mélanger l'extérieur et l'intérieur, vraiment qu'il y a une paroi bien délimitée. Et à chaque fois, vous avez des zones pour se laver les mains, vous avez les essuie-mains, vous avez les tenues et tout, les tenues qui servent à rentrer dans les bâtiments, et surtout les bottes, les chaussures, parce que là c'est vraiment le premier agent de contamination d'un élevage. Donc il ne faudra jamais oublier que l'arrivée des poussins, on parle un petit peu plus mon travail. Donc quelques jours avant l'arrivée des animaux, on va mettre en chauffe 2 ou 3 jours avant pour bien tout préchauffer ensemble, dont la bonne couche de paille, et qui est quand même le meilleur des isolants par rapport au sol. On va installer tout le petit matériel. Bon, je ne veux pas tomber dans sensationnel dans certains termes aujourd'hui, mais bon, on va mettre tout le matériel pour aller de 1 jour à 30 jours. Donc on va faire évoluer le lot un peu comme les humains, comme un enfant. Ce n'est pas d'antispécisme, on peut parler comme ça. On va mettre du tout petit matériel au départ, avec des alvéoles pour l'eau, des alvéoles pour les pommes, des alvéoles pour les kiwis. On met de l'eau, de l'aliment dedans. Et au fur et à mesure, on va mettre aussi des assiettes d'alimentation intermédiaire et des assiettes pour adultes. Et pour l'eau, on va gérer de la même façon pour les accompagner. C'est vraiment l'éleveur qui s'adapte à la volaille, à la patate, et non l'inverse. Donc on a un aliment, pareil, un programme alimentaire. Bon, quand vous étiez bébé, je ne crois pas que vous mangez beaucoup de... C'est difficile de manger une cuisse de patate quand même. Nos patates sont pareilles. Au début, on va leur mettre des miettes, et après des petits granulés, après des gros granulés. Et l'aliment, pareil, ça va être un régime très protéique au début, et au fur et à mesure qui va être de plus en plus énergétique. Et donc, beaucoup de similitudes. Et comme je dirais, si vous étiez en présence, je vous demanderais quel est le comportement d'une patate. Là, c'est une grande question. Oui, les tout premiers jours à l'arrivée, c'est un animal grégaire, comme on a parlé tout à l'heure. C'est un peu compliqué. Si vous avez 1000 patates, 10 000 patates dans le bâtiment, tout le monde vient à vous. Donc, c'est un peu compliqué. Et tout le monde cherche à nous voir. Et au fur et à mesure des jours, ils vont commencer à reprendre leur instinct sauvage. Et vraiment, au fur et à mesure que là, pour d'affection et d'appréhension, elles sont de plus en plus créatives. Quand on va faire le tour des poulaillers, on va toujours penser dans le même sens. Elles connaissent le monde, elles connaissent, quand une personne extérieure, le service technique vient, elles la reconnaissent. Donc il faut toujours aller doucement. On va observer les animaux. On prend son temps. Elle aime bien prendre son temps, donc on va prendre son temps pour l'accompagner. Et un des travaux, vraiment un fait qui passionne tous les éleveurs, qui est spécifique, c'est la patate, c'est vraiment la mise en place de perchoirs vers 5 semaines. Ce
C'est quand même. C'était un travail qui a été fait d'ailleurs avec l'abattoir à l'époque, il y a maintenant 10 ans. On a acheté en commande des perchoirs et c'est là que elles prennent le repère comme dans la savane. Et là, au fur et à mesure, elles se perchent et c'est doublement intéressant. En général, c'est les plus belles qui vont se percher, et ça permet en plus de réduire fortement les densités. Je faisais un petit calcul ces jours, c'est qu'environ on enlève 3 du mètre carré. Donc c'est vraiment, on baisse vraiment la densité de façon qui compte, vraiment très intéressant. Vous voyez, donc c'est vraiment, on s'adapte, on s'adapte au fur et à mesure. Et donc ça permet souvent, ces perchoirs aussi d'éviter le griffage. Vous voyez, si vous voulez un bon produit, pour avoir un bon produit dans votre magasin, et pour le consommateur, il faut que le produit soit beau en partant de l'élevage. Donc, malgré les équipements, vous voyez, on a vu de plus en plus sophistiqués, gérés par des ordinateurs, on peut transmettre sur le smartphone tous les éléments, les poids, les consommations. Ce sera toujours l'œil et la passion de l'éleveur qui vous permettra d'avoir sur l'étape française un très beau et surtout bon produit. Merci Jean-Yves, merci pour ce témoignage. C'est toujours extrêmement intéressant d'avoir l'histoire de l'éleveur depuis son installation jusqu'à maintenant. Donc globalement, ça fait 40 ans que vous êtes installé. Voilà, le temps passe et on sent dans vos propos l'attachement à l'élevage et à la production, et également l'évolution du monde agricole depuis 40 ans, avec les arrivées de la PAC, les changements d'orientation, etc., le développement de nouvelles productions au niveau du monde agricole. Et je ne sais pas si on a des questions, mais en tout cas, on a des questions. Oui, on a des questions, mais en avant, on va vous présenter, donc, pour animer un petit peu les choses, une petite vidéo qui va donc retracer une interview et voir la pintade de son élément, on va dire, naturel, avec une petite interview. On ne peut pas ne pas avoir de bonnes volailles sans un bon éleveur. Forcément, on les aime, forcément, on les chouchoute, on les côtoie tous les jours. Donc on va faire du mieux qu'on peut pour sortir la meilleure volaille possible. Elles sont prêtes à partir puisque le soleil est levé. Là, elles attendent que ça. Concrètement, dès le matin, elles sortent à la rosée et le soir, naturellement, elles vont revenir vers le bâtiment pour aller s'abriter. Et nous allons les ramasser donc le soir et fermer les trappes le soir dès que la nuit est tombée. Alors on met un peu de musique pour les ambiancer un petit peu. C'est surtout pour les apaiser et puis histoire d'avoir vraiment de les mettre dans un cocon, qu'elles soient bien à l'intérieur du bâtiment. Là, ce sont donc les assiettes avec l'aliment qui est à l'intérieur, qui est fait à partir de matières premières, donc blé, maïs et soja non OGM. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est être au contact de la nature, des animaux. Il est impératif de leur proposer ou de leur faire le meilleur cocon qui soit. Ça passe notamment par la litière, donc une litière propre, saine. Et puis on va avoir aussi un parcours aussi qui sera bien arboré, bien implanté, de manière à ce qu'elles profitent au maximum du grand air et donc de tout l'espace qu'il leur est donné. On sait qu'on a la reconnaissance du consommateur quand on peut avoir notamment des randonneurs qui se promènent auprès des parcours et qui viennent nous voir en nous disant du coup que ça leur fait plaisir de voir des volailles gambader au grand air. C'est ça qui nous fait aussi aimer ce métier. Eh bien, merci pour la présentation de ce petit film vidéo, de cette petite vidéo. Je crois que nous avons des questions sur le chat. Arnaud, je te laisse nous les poser. Oui, alors, nous avons Elodie Caille de la société Métro qui nous demande dans quelle mesure l'autonomie des exploitations est un enjeu pour la filière pintade. Alors, qui va répondre?
Je vais prendre la réponse, la question et essayer le mieux possible de répondre. Donc aujourd'hui, la production de pintade, on a la nutrition animale qui va permettre donc de générer la croissance. On a, comme vous avez vu, l'exemple de Monsieur Lenoir est un exemple assez flagrant et intéressant puisqu'il est producteur de céréales, il est également producteur de colza. Et donc, le travail qui est fait au niveau de la profession et au niveau donc, de l'ensemble de l'agriculture française, c'est de mettre en place des démarches de durabilité entre production végétale et production animale, avec des démarches qui se font sur des zones géographiques. On peut parler également que la nutrition animale, au travers de ses fabricants, met en place des démarches de durabilité. Et il y a une démarche qui est intéressante qui s'appelle Duralim, dans le cadre d'une plateforme une plateforme collective, collaborative, dans laquelle les fabricants d'aliments se sont impliqués pour mettre en avant donc des démarches de durabilité avec mesure de l'autonomie alimentaire en termes de céréales et de protéines au niveau français pour transformer donc ces protéines et ces céréales en animaux pour permettre la croissance des animaux et transformer en viande pour le meilleur, la meilleure qualité et le meilleur durabilité au niveau du consommateur. Merci Jean-Louis. Alors on va rester sur la thématique de l'alimentation animale. Une question de Sylvie Caria des marchés. Sylvie nous demande, la pintade a besoin de plus de protéines que le poulet. Ces sources de protéines sont-elles variées selon les régions? Le soja est de quelle origine? Et quid du problème de prix et du manque de soja non OGM? Alors, encore une question qui va m'être adressée en fait. Donc clairement, la pintade a besoin dans sa vie. Alors, si on fait l'histoire de la pintade, historiquement, quand elle était dans la nature, elle a tendance à se nourrir d'insectes, d'insectes qui lui apportent une richesse en matière grasse, également en protéines, et ce qui fait que donc la pintade a c'est son développement et ses caractéristiques de l'animal produit fini en viennent également de là. Et donc elle a besoin d'un niveau énergétique, donc de niveau d'énergie, notamment dans la période de démarrage, et également d'un niveau protéines et d'une qualité de protéines particulière. Alors il y a très longtemps, à l'époque, puisque moi j'ai été il y a un certain nombre d'années nutritionniste en production de volailles. On utilisait à l'époque des trucs qui s'appelaient, des produits qui s'appelaient, et qu'on n'a plus le droit d'utiliser, qui s'appelaient des farines animales, qui permettaient d'équilibrer les rations. Donc depuis, la nutrition de la pintade a beaucoup évolué. Donc on utilise des matières premières riches en protéines, que ce soit du soja, du colza, du tournesol, des drèches de distillerie que l'on a développées en France avec le développement des biocarburants également, l'éthanol, pour équilibrer la ration. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en termes de soja? Le soja, il est importé pour une partie, même si aujourd'hui on a des développements de soja au niveau français. On a une grosse action au niveau des pouvoirs publics pour aider le développement de la protéine française, locale, européenne, avec des aides au développement. On a donc des démarches qui sont faites pour mettre en avant, en fonction des cahiers des charges, soit des protéines, donc du soja non OGM, du soja local également. Et pour répondre à la problématique des problèmes de disponibilité du soja non OGM sur la période de fin d'année, on a, suite au Covid et puis également à des mauvaises conditions climatiques au niveau de l'Inde, on a une tension sur les marchés, sachant que chacun fait ses meilleurs efforts pour satisfaire les attentes et les demandes des cahiers des charges pour que le consommateur ait une communication qui soit, et surtout que les animaux qu'il va consommer aient un cahier des charges qui soit respecté, avec un étiquetage qui soit en phase avec ce qui a été écrit. Merci Jean-Louis. J'ai une question toujours sur la même thématique de Franck Berthet de Système U qui nous qui nous dit que certains fournisseurs, en particulier de dinde, reparlent de la protéine animale comme alimentation. Qu'en est-il dans la filière pintade? Alors,
C'est un peu, alors, on pourrait dire, c'est le serpent de mer, le monstre du Loch Ness, la protéine animale et les farines animales. Il est clair qu'aujourd'hui, donc il y a eu ce grand scandale sur le problème avec la vache folle, l'ESB. Et depuis, il est clair que le consommateur français a dans sa tête banni la consommation d'animaux qui auraient consommé des farines animales. Et vous voyez un peu le terme, comme le terme est dégradant et pas valorisant. Les farines animales, c'est pas valorisant. Ce qui est en train de sortir aujourd'hui dans l'esprit commun, ce sont les farines d'insectes. Par contre, les farines d'insectes sont très à la mode, puisque il y a des grandes de la communication. Il y a également des entreprises qui lèvent des fonds et des levées de fonds importantes pour monter des ateliers de production d'insectes pour en extraire à la fois les acides gras, à utilisation pour l'humain, et également la protéine à utilisation éventuellement pour l'humain, puisqu'ils ne sont pas considérés, alors pour certains qui ne veulent pas manger de la viande et qui mangeraient des excès de protéines d'insectes, mais également pour la nourriture, l'alimentation animale, avec quand même des positionnements en tarif, en prix qui est élevé. Aujourd'hui, on parle notamment dans le poisson, et peut-être éventuellement dans le futur, ça pourrait arriver. Alors, sachant que ne nous leurrons pas, ce type de production, les insectes vont manger quelque chose et ils vont manger quelque chose en concurrence avec les autres espèces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production d'insectes est faite sur des matières premières telles que des sons de blé, des sous-produits de drèche de distillerie, etc. Et donc, ça va être en concurrence avec l'autre partie de la nutrition animale. Donc, il faudra trouver le juste équilibre entre intérêt nutritionnel et coût de production. Mais voilà ce qu'on peut dire sur le monde de la nutrition animale et les attentes sociétales et du consommateur. Merci Jean-Louis. Dernière question sur cette séquence élevage. Décidément, ce que l'on donne à manger à nos pintades intéresse beaucoup. Sylvie Carrière des marchés aimerait une petite précision. Est-ce que l'on peut avoir un régime où le tourteau de colza remplace complètement le soja? Alors, donc en fait, pourquoi il y a eu 4 questions? Il y a eu 4 questions qui parlent de la nutrition. En fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire simplement, et ça, sociologue pourrait dire, je suis ce que je mange. C'est un peu ça. Et si je mange des animaux qui ont été à la fois heureux et bien alimentés, j'ai du plaisir à manger et je me transformerai en quelqu'un de bien. C'est un petit peu pour ça que l'alimentation fait à la fois donne envie de savoir et fait parfois peur. Alors aujourd'hui, pour répondre à la question en termes de est-ce que l'on peut nourrir nos volailles avec des formules sans soja, comme le disait Eric tout à l'heure, en disant qu'on est sur la phase des sans, sans antibiotiques, sans antioxydiens, sans facteurs de croissance, sans acides gras, sans huile de palme, sans soja maintenant. Aujourd'hui, globalement, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. L'animal n'est pas, entre guillemets, aujourd'hui fait pour s'alimenter comme ça. Par contre, ce qu'on a bien vu, et ce qu'a dit Jean-Yves tout à l'heure, c'est qu'on a diminué de 50% les importations de soja depuis 2003. Et donc, on a la partie nutrition, recherche, développement, a fait son travail pour diminuer notre dépendance au soja. Et on va dire que dans le futur, avec le rééquilibrage de la PAC, on va avoir à nouveau un intérêt à produire du soja en France. Et bien entendu que si ces démarches-là peuvent être valorisées, parce qu'il y a un moment donné où malheureusement ou heureusement, il faut quand même parler d'argent, produire en France du soja en France, ça coûte un peu plus cher que le produire au Brésil, de le transformer au Brésil et de l'importer par cargo entier. Par contre, quand on le produit en France, on sait que globalement, on contribue à produire des produits de qualité, à faire fonctionner l'agriculture française, à faire de l'économie circulaire et à développer et à renforcer notre autonomie alimentaire. Donc ça a un petit coût. On l'a vu parce que expliquait Eric tout à l'heure, c'est que une grande partie de la consommation de la population française
est attaché à ça et à la capacité financière de mettre ce petit plus en termes d'investissement. Donc maintenant, il faut que les filières se mettent en place et qu'on arrive à financer donc cette production locale de produits, que ce soit donc du colza, du tournesol qu'on fait aujourd'hui, mais également du soja, tourteau de soja pour le futur. Voilà pour. Je reprends pour répondre à ma casquette vraiment d'agriculteur. Les producteurs de colza aujourd'hui ont quand même quelques doutes. On revient vraiment à la nature. On veut plus d'antibiotiques, on veut plus de produits phyto, donc plus d'insecticides. Ça fait que depuis quelques années, beaucoup de cultures de colza sont détruites par les insectes. Il nous manque aujourd'hui de solutions. Et la nature n'est pas forcément généreuse depuis 2-3 ans. Souvent, les colzas sont semés, donc on les sème au mois d'août, tout début septembre, et la pluie nous manque. Alors, quand on parle aujourd'hui, il faudrait des réserves pour pouvoir arroser les cultures. Et là, il ne faudrait pas beaucoup, juste il faudrait 2-3 cm dans chaque parcelle pour pouvoir lever un colza. Et par ce manque d'un petit peu d'eau au bon moment, c'est quand des champs de culture entiers qui sont obligés de détruire pour semer autre chose. Donc là, on a quand même des grandes incertitudes. Merci Jean-Yves pour ces précisions. Alors c'est vrai que être agriculteur, c'est un métier difficile. C'est un métier difficile parce qu'en fait, on dépend totalement de la nature. Et on n'a pas toujours les conditions clémentes. Vous avez vu aussi ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la nature cette année n'est pas très clémente au niveau mondial puisque il fait sec au Brésil. Il y a aussi peut-être un petit peu de sécheresse sur la partie Amérique, qu'il y a quelques tensions sur les matières premières et que derrière, donc, il y a une augmentation du prix du maïs, du prix du soja, etc. Et que ça va avoir un impact sur la partie coût de revient. D'un autre côté, pour les agriculteurs, l'augmentation des cours sera peut-être également bénéfique. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur la production amont. Ce que je vous propose maintenant, c'est de poursuivre notre débat et notre présentation en passant la parole donc à Marion, qui est à distance, Marion, et qui est donc catégorie manager chez LDC et qui va nous parler de l'intérêt de la pintade pour développer l'activité, le chiffre d'affaires, la rentabilité, également faire plaisir aux consommateurs au niveau de la distribution, libre service. Marion, je vous passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour cette partie sur la pintade en GMS, je vais d'abord vous présenter rapidement la structure du marché. Ensuite, je vous parlerai des atouts de la pintade, qui s'avère être une espèce très intéressante, qui a une source de valorisation pour le rayon volaille. Et enfin, je terminerai par les différents leviers pour dynamiser ce segment. Donc, le marché de la pintade, ça représente un peu plus de 8 000 tonnes. C'est un chiffre d'affaires de 67 millions d'euros, 12% de pénétration. Donc ça représente environ 3,5 millions d'acheteurs. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'au sein des autres volailles, donc j'ai exclu le poulet entier et le lapin, la pintade est l'espèce la plus vendue avec 48% des volumes. Donc ensuite, le marché se compose de cette façon. C'est majoritairement de la pièce entière avec 86% des volumes et on est principalement sur du fermier donc, qui rassemble le bio et le label rouge avec environ 60% des volumes. Donc, ensuite, concernant les atouts de la pintade, donc, comme je l'ai dit, c'est une espèce qui va générer de la valorisation au sein du rayon volaille. On peut le voir ici avec le prix moyen au kilo. Celui de la pintade est de 8,14 €. Donc, si on le compare avec celui du poulet entier ou encore celui de la poule ou du coq, on a un gap important allant d'un peu plus de 3 € à un petit peu moins de 2 €. Donc ça, c'est très intéressant. Et ce qui est également intéressant, c'est le profil des consommateurs de pintade que l'on peut voir sur la slide suivante. Voilà. Donc, c'est une cible plutôt âgée, donc à partir de 50 ans, mais plutôt à partir de 65 ans. On est aussi sur une CSP+, donc ça veut dire que les consommateurs de pintade ont un budget d'achat conséquent et surtout,
c'est une cible engagée. Donc, on peut le voir avec l'indice des consommateurs, donc indice 171 par rapport au total volaille fraîche. Donc, c'est le seul profil qui se dégage vraiment. Et donc, ça veut dire que c'est une cible qui tend vers une consommation responsable, qui est prête à s'investir et qui est prête à mettre les moyens pour arriver à ses fins. Et ensuite, la pintade a des atouts nutritionnels et organoleptiques. Ils ont été présentés par Laurence, donc je vais passer rapidement, mais c'est une viande maigre, donc une viande saine, qui a bon goût, un goût qui fait souvent l'unanimité, un goût qui se rapproche de celui du gibier et qui permet d'exprimer sa créativité au travers de sa cuisine, puisque c'est une volaille qui s'accompagne aussi bien d'aliments salés, type légumes, que sucrés, comme des fruits. Et donc, en fait, en résumé, c'est une volaille qui reflète très bien notre gastronomie française. Je passe maintenant aux différents leviers pour dynamiser le segment. Donc, le premier concerne la découpe. Ici, je veux juste faire un parallèle avec la découpe de poulet. Vous devez sûrement le savoir, mais c'est un segment qui a fortement progressé ces dernières années. Parce que en fait, c'est avant tout de la praticité, c'est simple et rapide à cuisiner au quotidien. Donc voilà, pourquoi pas s'en inspirer, surtout quand on voit la valorisation sur la découpe. On est sur un indice 150 par rapport à la répartition en volume. Donc ça, c'est très intéressant, c'est un axe qu'il faut développer et ça peut passer notamment par la détention de l'offre en magasin. Et donc, qui dit détention de l'offre dit implantation. Donc ça, on va le voir sur la slide, voilà. Donc ici, je vous ai mis le séquençage entier d'un rayon volaille. Et donc, on préconise d'implanter la pintade à proximité du poulet entier et du lapin. Pourquoi? Parce qu'ici, on est sur des cibles plutôt similaires, seniors, CSP+. Et ensuite, on est sur un mode d'usage, on est proche en termes d'usage dans le sens où traditionnellement, on est sur une cuisine plutôt longue, au four, voire en cocotte. Et ensuite, la pintade au sein du pôle plaisir et découverte qui regroupe le canard, les confits, les magrets fumés séchés. Car ici, on est sur des segments qui évoquent tous un univers gastronomique. Et on a constaté aussi qu'il y avait une forte mixité d'achat entre ces segments. Et donc, on préconise aussi d'alterner un pôle chaud, donc un pôle avec une clientèle large, une fréquence d'achat élevée, avec une offre comme la pintade, là, qui est plus susceptible en fait d'être un achat d'impulsion. Donc, de cette façon, on fait en sorte que le client passe forcément devant l'offre et qu'il se dise ah bah oui, pourquoi pas la pintade, j'ai pas pensé, je l'ai pas noté sur ma liste de courses, mais pourquoi pas, ça peut me permettre de diversifier mes repas. Donc voilà, on va aider à déclencher cet achat d'impulsion. Donc ça, c'était le deuxième levier. Donc le suivant va concerner, je vais parler de la saisonnalité de la pintade. En fait, il y a deux temps forts qui sont Noël et Pâques. On voit sur ce graphique, les pics des ventes correspondent à ces périodes. Donc en fait, c'est des temps forts qu'il faut pas louper, sur lesquels il faut investir, puisque c'est là que la demande y est la plus forte. Ensuite, le quatrième levier va concerner les attentes en termes de bien-être animal. Donc, ce sont des attentes qui sont de plus en plus fortes. Voilà. Ah, pardon, j'ai oublié. Oui, sur cette slide, en fait, on voit que pour les fêtes de fin d'année, on a une offre dédiée aux fêtes de fin d'année avec de la pièce entière ou de la pintade élaborée. Donc, on élaboré avec une offre crue, du cuit, des découpes farcies, marinées ou accompagnées d'une sauce, et toujours avec des recettes gourmandes et festives. Hop. Je passe au quatrième levier, voilà, donc là qui parle des attentes en termes de bien-être animal. Donc ces attentes qui sont de plus en plus fortes. Le bien-être animal, c'est une dimension de la consommation responsable. C'est même la dimension qui a le plus progressé. Bien sûr, il y en a d'autres. Il peut y avoir la protection des ressources de la planète, une consommation locale, mais le bien-être animal est celle qui a eu la plus forte progression. Donc, on peut y répondre avec la pintade fermière, car derrière le label rouge, il y a un cahier des charges strict qui garantit un élevage en plein air.
Donc voilà, ça c'est rassurant pour le consommateur. Et ensuite, concernant l'offre non fermière, il y a également des démarches qui sont mises en place pour favoriser le bien-être des volailles. Donc déjà, il s'agit d'une souche à croissance lente. Les volailles sont élevées sur litière, elles ont des perchoirs, donc voilà, elles peuvent exprimer leur nature. Et donc, pour finir cette pintade, il faut la mettre en avant, la promouvoir en magasin avec des animations éleveurs. Parce qu'ici, la présence de l'éleveur, elle apporte beaucoup, puisque personne ne connaît mieux que leurs volailles. Ils sont les plus légitimes à en parler avec les clients. Donc ça apporte une vraie crédibilité, le fait qu'ils soient présents. Et donc, c'est très important. Voilà pour ma part. Merci Marion, merci pour cette présentation. Je crois que Arnaud a une question sur le chat. Arnaud. Tout à fait. J'ai Benoît qui nous demande, est-ce qu'il existe une offre pintade pour l'été, type brochette ou autre? Marion. Alors, ça dépend en quel rayon. En GMS, c'est pas une offre qui est encore très développée. Ça peut être un axe intéressant d'ailleurs. Il me semble que Michael en parlera dans sa présentation à suivre. Ok, merci Marion. Et donc, avant de passer la parole à Michael, je vous propose de regarder une petite vidéo qui présente donc la relation entre un client qui met en avant le produit et l'éleveur. Donc, un petit clip vidéo qui va démarrer. Eh bien, merci pour cette petite vidéo. Eh bien, je vais poser une question simple à Michael. Au niveau de la GMS, on a deux rayons où on vend de la volaille. Il y a le rayon libre-service où la dynamisation de la vente et de la mise en avant a été présentée par Marion. Michael, maintenant, il y a un autre rayon qui est important également, qui est le rayon à la coupe. Dans les GMS et qui est un rayon qui a tendance à se développer. Alors, quelle est la place que peut prendre ou que a la pintade ou pourrait développer la pintade dans le futur sur ce type de rayon? Michael. Merci Jean-Louis, bonjour à toutes et à tous. Je vais me pencher aujourd'hui sur le sujet du rayon trad, comme a pu le spécifier Jean-Louis au préalable, en répondant tout simplement à la problématique de comment la pintade peut-elle vous aider à dynamiser et diversifier aujourd'hui votre rayon traditionnel. Dans un premier temps, petit rappel, on a pu voir au préalable auprès de mes confrères la segmentation de l'offre pintade en GMS, donc 4 grandes familles, que ce soit la pintade cœur de gamme, la pintade certifiée, la pintade fermière label rouge et également la pintade bio. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de souligner, c'est finalement que ces 4 segmentations, dans la segmentation de l'offre, ces 4 typologies de produits correspondent totalement également au rayon traditionnel où on retrouve sur la partie cœur de gamme et certifié de la découpe de pintade, que ce soit du blanc ou du rouge, rouge que l'on appelle cuisse ou tout type de découpe à base de cuisse de pintade. Et plus orienté sur la volaille entière, on va retrouver la pintade fermière et bien évidemment la pintade biologique. On va prendre dans un second temps maintenant et étudier d'un peu plus près finalement les attentes conso. C'est une étude documentaire qui a été faite récemment, s'appuyant sur les attentes du consommateur au niveau du rayon traditionnel. Alors bien évidemment, l'ensemble de mes propos va reprendre effectivement les interventions d'Éric
au préalable sur les tendances sociologiques au niveau de la consommation. Bien évidemment, dans un premier temps, le consommateur aujourd'hui est en recherche de naturalité au travers du lien à l'élevage, connecter le consommateur au monde agricole, comme on a pu également échanger tout à l'heure avec Jean-Yves. Et est très sensible, bien évidemment, au triptyque origine, label et alimentation. D'où les questions tout à l'heure sur l'alimentation. On voit véritablement le réel enclin et les attentes de vous, chers distributeurs, mais également nos consommateurs. Dans un second temps, la fraîcheur et l'origine. Alors, origine, comme on a pu le voir au préalable, la pintade a cette capacité de pouvoir prôner véritablement le Made in France. 85% de la production mondiale est faite en France. Donc, par rapport aux tendances de fond et tendances de consommation, par rapport aux origines des aliments, la pintade répond totalement et peut répondre totalement aux attentes du consommateur. Alors, bien évidemment, quand on parle de rayon traditionnel, on parle également de vente assistée. Le boucher étant prescripteur dans l'acte d'achat du consommateur. Donc, véritablement, le consommateur aujourd'hui est véritablement en attente de conseils. Il veut vivre une expérience tout en recherchant du goût dans ses achats et dans la consommation des aliments, en l'occurrence de pintade. Alors, les impacts sociaux et environnementaux également, ça c'est une forte attente du consommateur aujourd'hui. Il y est très sensible, donc on a pu échanger tout à l'heure sur le bien-être animal, sur l'alimentation de l'animal, les productions au niveau des céréales françaises. Donc ça, ce sont vraiment les réelles attentes en termes d'alimentation et d'impacts sociétaux également et environnementaux. On parlait tout à l'heure également d'achats responsables et durables. On parle d'éthique. Il est important aujourd'hui que les marques, au niveau de la filière pintade française, apportent de l'éthique et de la transparence. On voit véritablement ce phénomène d'évolution au niveau du marketing aujourd'hui. On n'est plus dans du marketing de promesses véritablement, mais dans du marketing de preuves, où le consommateur a besoin d'être rassuré dans la réassurance santé. Et puis, bien évidemment, dans les tendances de consommation et les attentes des consommateurs aujourd'hui, le consommateur, malgré les difficultés et le pouvoir d'achat aujourd'hui, on est véritablement face au bien manger ou manger sain et consommer peut-être un peu moins, mais consommer mieux. Et ça, comme on a pu le voir au préalable, la pintade répond totalement à ces attentes vis-à-vis du consommateur par l'offre pintade au niveau de la filière française. Dans un troisième temps, je trouvais intéressant qu'on fasse un petit focus sur les labels. Alors, les labels, points distinctifs de qualité. Alors, on parle de signes distinctifs de qualité, mais on parle également de signes distinctifs géographiques. Et dans ce cadre, véritablement, la pintade, elle a tout bon. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché français, on dispose d'une multitude d'offres label rouge. Tout l'intérêt aujourd'hui de la pintade, c'est d'avoir différents groupements d'interprofessions et surtout de groupements d'éleveurs au niveau de la France, qui permet véritablement d'apporter une offre label rouge, qu'elle soit IGP ou non, qu'elle soit bio ou non, et bien évidemment un appui fort par rapport aux attentes majeures, et comme a pu le présenter Eric, autant pour moi au niveau des attentes sociétales et de la consommation, les allégations. Aujourd'hui, le sang, SANS a une forte attente, que ce soit le sans OGM, on parle également du sans antibiotiques, on parle du sans colorant, sans conservateur sur les produits élaborés. C'est véritablement une attente majeure, et la pintade a cette capacité aujourd'hui, malgré les difficultés, comme on a pu en parler, des difficultés d'approvisionnement en sans OGM, mais d'apporter véritablement une attente et de répondre aux attentes du consommateur. Alors, les labels régionaux, on a parlé tout à l'heure des labels, mais bien évidemment, la pintade a cette force aujourd'hui d'apporter une multitude d'offres labels, et notamment sur les multitudes de labels régionaux. Tout à l'heure, on a pu parler bien évidemment de la nutrition, et dans la nutrition, le consommateur est en attente forte aujourd'hui de réassurance santé, et dans ce cadre, la pintade, par toutes ses qualités organoleptiques,
à cette capacité, et la démonstration, on est la preuve du Nutri-Score A aujourd'hui, qui est une attente forte également du consommateur. Et la pintade peut mettre en avant justement, pas forcément uniquement en rayon libre-service, mais bien évidemment également au niveau du rayon traditionnel. Alors, aujourd'hui, finalement, on a parlé consommateur et distributeur dans tout ça. Le distributeur, quels sont les intérêts pour vous aujourd'hui, chers distributeurs, de mettre en avant la pintade en rayon traditionnel? Et bien évidemment, la clé d'entrée pour la réussite d'un rayon volaille aujourd'hui en trad, c'est la différenciation. Sur un marché aujourd'hui, des rayons traditionnels en France, seulement 4 magasins sur 10 proposent une offre pintade, qu'elle soit cœur de gamme, qu'elle soit certifiée, qu'elle soit label rouge ou biologique. Donc on est véritablement face à un problème d'accessibilité aux produits pour le consommateur, comme a pu le montrer les différentes études au début de cet échange. Donc vraiment, on compte sur vous pour donner la chance au produit d'être consommé et de le rendre accessible auprès du consommateur. La différenciation d'un point de vue économique, elle apporte véritablement une bonne rentabilité, comme a pu vous le présenter Marion au préalable sur le rayon libre-service. Sur le rayon traditionnel, il en va de même. La rentabilité est un enjeu majeur également d'un point de vue économique pour la grande distribution. Et la pintade a cette capacité aujourd'hui de vous apporter une réelle rentabilité pour votre rayon. L'origine, l'origine effectivement, la pintade, la France est le premier producteur de pintade au monde, 85%. La volaille française, pendant ce contexte sanitaire qu'on a tous vécu, on a bien remarqué aujourd'hui la tendance et l'envie du consommateur de se reconnecter à manger local, régional, national. On va dire qu'on est vraiment dans l'achat patriotique. Et de ce fait, la pintade répond totalement à ces attentes. Et vous, distributeurs, vous pouvez véritablement prôner la volaille française auprès de votre rayon traditionnel avec cette pintade. Et puis finalement, quand on parle de réassurance santé, on en va de la confiance du consommateur. Et le consommateur, justement, lors d'une étude réalisée en 2018 par le cabinet Valmer, on s'est aperçu que sur 1700 consommateurs interrogés, le consommateur attribue 77% attribue une forte confiance, autant pour moi, vis-à-vis des autres produits volailles auprès de la pintade. Donc on a vraiment le quartier gagnant aujourd'hui de dire que finalement la pintade répond totalement aux attentes du consommateur. On en va uniquement d'un problème d'accessibilité aux produits. Alors, par la suite, il est important de noter également les autres intérêts. On a parlé tout à l'heure de multitudes de marques régionales. Alors, effectivement, d'où vous êtes par rapport à la zone de chalandise d'un magasin, d'un point de vente, de la grande distribution ou des circuits spécialisés, vous pouvez toujours prôner une marque locale de pintade au sein du linéaire trad, qui est également un réel enjeu pour diversifier le rayon traditionnel du rayon libre-service, c'est-à-dire apporter une identité, un savoir-faire, un usage produit en local. Alors la pintade dans tous ses états, bien évidemment, parce que la pintade, il y a une multitude de possibilités de mise en avant de notre pintade au rayon traditionnel. Tout d'abord, on parlait des impacts de saisonnalité, que ce soit Pâques ou les fêtes de fin d'année. On peut proposer, les différents acteurs aujourd'hui de la filière commercialisant la pintade peuvent vous proposer des paletos de pintade pouvant être livrés au sein de vos linéaires, de manière à ce que le boucher sur place puisse proposer de la pintade farcie. Et on est vraiment dans la typologie du fait maison, avec un savoir-faire artisanal que le boucher peut mettre en avant auprès de ses clients. Mais aussi, le rayon traiteur, ne l'oublions pas, nous retrouvons très souvent du poulet rôtisserie dans les rayons traiteurs. La pintade peut également rentrer dans ce rayon en proposant une pintade rôtie. Elle n'est pas plus grosse qu'un poulet en termes de rapport matière, une pintade pour 4. Et on est vraiment également dans l'achat plaisir et dans la différenciation pour le distributeur.
Et puis, bien évidemment, les brochettes de pintade. Donc, comme on a pu avoir la question tout à l'heure, aujourd'hui, certains acteurs qui commercialisent la pintade peuvent proposer des morceaux de pintade ou vous proposer des brochettes montées main faites de manière artisanale avec des marquants, que ce soit tomates, poivrons, qu'on peut faire évoluer tout au long de la saison de manière à pouvoir apporter finalement une brochette de pintade qui colle complètement aux attentes du consommateur pour diversifier de ce qu'on peut trouver souvent en rayon, c'est-à-dire la brochette de dinde, la brochette de poulet. La pintade a toute sa place également en brochette de pintade. Mais également la découpe sur un rayon traditionnel qui est en forte demande de piécé. Il n'y a pas que le produit entier. Aujourd'hui, la pintade répond totalement également aux attentes du distributeur et du consommateur en proposant des pièces entières, du suprême de pintade. Aujourd'hui, un grand nombre de consommateurs maintenant vont pouvoir retrouver les chemins des restaurants et bien souvent sur les cartes, que ce soit en brasserie ou en restauration semi-gastro ou même gastro, on retrouve de la pintade et également du suprême de pintade. Mais bien souvent, on ne retrouve pas suffisamment de suprême de pintade en rayon traditionnel. Et nous, aujourd'hui, distributeurs, on peut vous apporter justement de la pintade en suprême, en filet de pintade et en cuisse déjointée pour diversifier du libre-service qui souvent propose une cuisse de pintade sciée. Le rayon traditionnel peut vous apporter justement une cuisse de pintade déjointée. Voilà, j'espère avoir pu être assez concis et vous avoir présenté en quelques mots le rayon traditionnel. Je vous remercie. Merci Michael, c'est parfait. En plus, nous sommes à 100% dans le temps imparti. On répond totalement au cahier des charges. Est-ce qu'on a des questions sur le chat? Oui, alors j'ai une question de Sylvie Caria, Les Marchés, qui devance un petit peu notre webinaire de cet après-midi dédié à la restauration collective, mais elle nous la pose, elle est là. Donc, la viande de pintade est-elle demandée dans les appels d'offres de la restauration collective, qu'il s'agisse des entreprises, des hôpitaux ou du scolaire? Et est-ce qu'elle représentera un débouché intéressant? Et quelles pièces possibles pour les opérateurs, par exemple, cet été et à la rentrée? Alors, c'est une question pour Marion ou Michael. Alors, je ne sais pas qui veut la prendre. Alors. Ah, Michael. Peu importe. Marion pourra compléter. Tout à fait. Donc aujourd'hui, effectivement, l'offre pintade sera disponible dans tout type de produits à compter de septembre, même dès aujourd'hui sur différentes familles de produits, que ce soit en pack ou en découpe. Donc voilà, sachant que clairement, l'objectif de l'interprofession et de la profession et des metteurs en marché, c'est de faire en sorte de développer cette offre au niveau donc de la restauration collective et donc que ce soit au niveau des hôpitaux, au niveau des EHPAD, au niveau des cantines scolaires, etc. Et je pourrais rebondir sur ce qu'a dit Laurence tout à l'heure en disant que c'était bien pour les personnes âgées, donc idéal pour les EHPAD, c'est bien pour les gens qui sortent d'opération, donc dans les hôpitaux également, et c'est bien pour les jeunes enfants qui vont à l'école et qui mangent à la cantine scolaire, et donc il y aura une place. Alors je ne sais pas si à un moment donné, à la fois le législateur ou les gestionnaires de ces cantines auront une obligation. Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils aient la volonté de le faire, de donner à manger à leurs clients, qui sont quand même des clients, des bons produits qui permettent d'apporter qualité, santé, plaisir à des moments qui sont importants. Donc, y a-t-il d'autres questions, Arnaud? Non, pour l'instant, Jean-Louis, c'est tout. C'est tout. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, nous allons continuer et je vais reprendre le fil de la réunion, de la présentation, en vous précisant, bien entendu, que ce webinaire est fait dans le cadre de la campagne de promotion financée par l'Union européenne. Donc, nous avons au niveau du CIP, et puis donc je vous en profiterai pour remercier les personnes qui ont travaillé au niveau du dépôt de la candidature, notamment Emmanuel, qui se cache derrière
derrière là, mais qu'on ne voit pas, mais qui a beaucoup travaillé sur la mise en forme et la présentation du dossier pour obtenir donc un appel d'offres européen et d'avoir cet appui de l'Europe. Donc nous avons été financés pour 3 ans pour promouvoir la filière dans le cadre de la filière des produits de la pintade auprès des professionnels de food service en France, en Belgique et en Allemagne, donc sur 3 pays, France, Belgique, Allemagne. Et donc nous avons une campagne avec un financement depuis 3 ans qui s'appuie sur beaucoup de choses, donc avec notamment l'opération de digitalisation de la campagne. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est en plein dans le digital avec ce webinaire. Et donc, on avait anticipé avec donc, un site web qui s'appelle lapintade.eu. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. N'hésitez pas à aller sur ce site-là. J'ai regardé ce matin pendant mon voyage en venant de Bordeaux dans le train. J'ai trouvé le site extrêmement convivial, sympathique, jeune, dans l'air du temps, avec des belles couleurs, des textes extrêmement intéressants. Vous allez tout trouver sur la pintade. Nous avons également une page Facebook qui est animée, une page Instagram avec des belles photos, une chaîne YouTube dans laquelle on va présenter des vidéos, mais également, j'imagine que ce webinaire va se retrouver sur la chaîne YouTube, et également une page LinkedIn sur la partie plutôt professionnelle. Donc, c'est riche en contenu. On a beaucoup créé de contenu, que ce soit des vidéos, vous avez vu des vidéos, on vous a présenté les vidéos d'éleveurs, des vidéos de préparation de bouchées. Cet après-midi, pour ceux qui seront au webinaire cet après-midi, on a la restauration avec un chef qui présente la façon de travailler les produits. Il y a même, on a le bruit de la cuisson, on sent presque les odeurs du produit tellement c'est bien fait. Eh bien, nous avons donc des contenus riches. Et après, nous avons donc une animation qui est amplifiée via des leviers de web marketing, donc campagne avec des AdWords, de la sponsorisation, des achats médias, etc. Et donc, on a fait monter la notoriété de notre site et de notre communication au niveau donc, de l'activité web, et on s'appuie beaucoup là-dessus. Alors, vous avez vu également la petite photo, là, l'accroche avec l'Europe du goût, la pintade avec la jolie plume de pintade. Tout ça, c'est plein de comment appelle-t-il, de goût et de goût dans le cadre de la présentation visuelle, mais également dans le cadre du goût de la pintade. Derrière, on a mis en place un jeu concours, un jour une étoile, donc avec la participation à l'animation donc de Nicolas Corot, qui est chef étoilé dans le Finistère, qui sera là cet après-midi. Et qui va nous parler de comment on sublime le produit pintade pour lorsqu'on est cuisinier de haut niveau, mais également quand on est cuisinier de petit niveau. Donc moi j'ai toujours demandé, je demande des recettes la pintade pour les nuls, parce qu'en fait le produit n'a besoin de pas grand-chose pour être très bon. Donc, on a des concours de recettes. Et donc là, on a un concours de recettes avec présentation de belles réalisations pour des gens qui sont des professionnels, mais également pour des amateurs qui peuvent concourir et qui seront reçus à l'issue par une journée. On a une journée qui est prévue à l'automne où on va recevoir l'ensemble des gagnants. Alors, vous savez que notre campagne de promotion a eu quelques problèmes puisqu'on s'est retrouvé en période de Covid et faire de l'animation et une campagne de communication en période de Covid, ça a été compliqué, mais on a continué à travailler. Et donc là, nous aurons une journée pour la présentation, le rendu du concours qui se fera à l'automne. Je crois que la date a déjà été calée le 29 novembre de mémoire. Donc voilà pour la partie Un jour, une étoile avec de belles recettes. Ensuite, également, donc, toute une activité de relations publiques avec action de relations presse tout au long de l'année auprès des journalistes de la presse pro et grand public. Et je salue les journalistes qui aiment la pintade et sont toujours présents lorsqu'on les invite. On a fait cette journée au mois d'octobre l'année passée entre 2 périodes de confinement. Vous avez des photos. On avait un parterre de journalistes importants et je crois qu'à l'issue de ça, on a eu une question-réponse qui était extrêmement intéressante et, bien entendu, on remercie les journalistes d'avoir publié beaucoup d'articles sur la fin d'année, ce qui nous a permis de mettre en avant notre produit. Il y a un événement également sur la partie relations presse avec conférence de presse et un voyage de presse qui est prévu sur
l'automne, si je ne me trompe pas. Voilà, un événementiel avec la présence sur des salons, avec des salons, le Cervotel, le SIA, le CIRA, l'Orecatel, qui est un salon allemand de mémoire, et également des animations culinaires en GMS en Belgique et également en Allemagne. Donc voilà un petit peu ce qui a été fait sur la partie relations publiques et événementielles. Et enfin, on a eu comme objectif, et c'est pour finir un petit peu notre communication, vous savez que vous avez vu que la Pintade a une grosse activité, une commercialisation qui est importante au niveau de la restauration. Et donc, nous avons voulu faire une campagne de communication pour se tourner vers la restauration qui a été un secteur d'activité qui a été extrêmement chahuté et qui a été très pénalisé par l'aspect Covid. Et donc, nous avons redémarrage sur juin de la partie restauration, même si qui redémarre, donc même si ce n'est pas encore, dans des conditions, on va dire, comme avant, mais on a un retour de la consommation, on a les consommateurs qui ont envie de peut-être pas faire la fête, mais de manger ensemble, d'aller au restaurant, etc. C'est souvent ce qu'on entend quand on discute avec des amis, on dit « Ah oui, c'est quand qu'on fait un restaurant, parce qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas pu en faire, ça nous ferait plaisir, etc. » Et donc on a voulu appuyer et montrer que l'on était derrière cette activité, cette industrie de la restauration, donc en prenant donc la parole au niveau donc du réseau The Pro, qui est un réseau qui est spécialisé dans la communication vis-à-vis de la restauration. Et donc on a sponsorisé donc en mettant en avant la Pintade avec, vous voyez, une belle page de communication sur le démarrage. Et également pour assurer les professionnels que la profession s'est mis en marche pour être capable de fournir les produits lorsque la restauration va redémarrer. Ça veut dire qu'on a gardé les reproducteurs, on a mis en place les animaux, etc. Et on est capable d'approvisionner au quotidien les volumes. Je discutais tout à l'heure avec Michael qui me disait que les commandes avaient été assez fortes il y a 15 jours et que là, depuis lundi, c'était faible, mais mardi, il y a une grande demande. Donc, on est en capacité à satisfaire les attentes de nos clients et des clients de nos clients, bien entendu. Voilà ce que je voulais dire sur les conclusions. Je vous remercie encore. Nous arrivons, je crois, au terme. Nous sommes dans les temps. On avait prévu de finir à la demi, donc on aurait encore un petit peu de temps, mais on a été succinct, efficace, professionnel. Je vous remercie encore pour ceux qui ont participé à distance. Je vous remercie également pour les questions qui ont été posées. Et je compte sur vous pour mettre en avant à tout niveau, quel que soit votre rayon, la Pintade pour que la profession, l'interprofession, les éleveurs, les industriels, les accouveurs et l'ensemble de la famille professionnelle, des familles professionnelles et de la filière puissent retrouver une activité qui soit la même qu'on avait avant le Covid. Je vous remercie encore pour votre participation et vous souhaite un bon appétit. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu de manger de la pintade à midi, je ne sais pas si nous, on a prévu de manger la pintade, mais peut-être, qui sait. Bon appétit et à bientôt. Au revoir.